L'histoire commence avec une jeune fille nommée Fémicia qui court à travers les bois, poursuivie par des villageois. Fémicia est connue comme une apprivoiseuse de monstres mais manque de reconnaissance. Ce manque de reconnaissance amène les autres à la considérer comme une porteuse de malheur. Vivant seule dans la forêt avec seulement un sac donné par une diseuse de bonne aventure, elle fouille les déchets à la recherche d'objets. Trouvant un endroit isolé non loin du village, Fémicia s'installe, ne recherchant plus le bonheur à cause du rejet et de la solitude. Se sentant rejetée et abandonnée, Fémicia devient résiliente et décide de partir de son village. Si seulement elle possédait un talent spécial dès le début, son destin aurait pu être différent. Cependant, se plaindre de sa situation ne changera rien. Puis, un éclat de joie apparaît sur le visage de Fémicia en découvrant les déchets. Elle tire sur l'un des cordons du sac, révélant des vêtements, une carte et divers ingrédients de potions. Enfant non désiré, elle dépend des déchets pour survivre. De nulle part, un chasseur surgit de derrière la décharge, exigeant un paiement du chef du village pour éliminer Fémicia. En entendant cela, Fémicia trouve difficile à croire. Malgré ses doutes, elle quitte sa cachette dans la forêt. En chemin, elle rencontre de nombreuses limaces. Dépassée par leur nombre, Fémicia devient effrayée et tombe d'une falaise. Heureusement, la bandoulière de son sac s'accroche à un arbre, évitant une chute. Après s'être soignée avec une potion, Fémicia est surprise de réaliser que les limaces qu'elle a rencontrées ne sont pas mignonnes comme elle le pensait. Au contraire, elles ressemblent à divers monstres de sa vie passée. Pour voyager sans attirer l'attention, Fémicia décide de se déguiser en garçon. Elle coupe ses longs cheveux et change son apparence pour celle d'un garçon afin de rester en sécurité. Elle change ensuite son nom en Ivy, inspirée par une plante résiliente. Ensuite, elle part pour un autre village. En chemin, Ivy rencontre une espèce de limace unique particulièrement faible. Ivy trouve de la joie dans cette découverte car, comme elle est considérée comme la plus faible parmi les apprivoiseurs. Cette limace est si fragile qu'un simple coup de vent pourrait la faire disparaître. Selon l'encyclopédie des monstres, cette limace n'a qu'un jour à vivre avant de disparaître, mais en raison de sa rareté, les informations à son sujet sont limitées. So Dane, unvent puissant essi lev, menacant d'importer la fragile limace. Cependant, Ivy parvient à sauver la limace juste à temps. Elle jure de protéger la limace du vent jusqu'à sa disparition finale. Ivy ne peut s'empêcher de penser que les dieux sont injustes de créer à la fois des gens heureux et des créatures fragiles comme elle. Contrairement à ses parents, Ivy manque d'un talent spécial appelé une étoile. À Ordoguse, l'avenir de chacun n'est déterminé par ses capacités et le nombre d'étoiles qu'il possède. Bien qu'Ivy ait maîtrisé l'apprivoisement des monstres à l'âge de 5 ans, elle n'a jamais reçu d'étoile. À cause de cela, elle gagne le surnom d'apprivoiseuse sans étoile. Lorsque tout le monde a appris qu'Ivy n'avait pas d'étoile, leur comportement envers elle a changé. Même ses parents ont commencé à la traiter différemment. Ivy a remarqué ces changements, mais elle avait quelque chose de spécial que les autres n'avaient pas, c'étaient les souvenirs de sa vie passée. Malgré le changement d'attitude, il y avait la diseuse de bonne aventure qui est restée gentille envers Ivy en lui donnant beaucoup de livres, lui a enseigné beaucoup de choses, et lui a offert un sac magique. Malheureusement, la diseuse de bonne aventure était récemment décédée, laissant Ivy seule et en larmes, sans personne pour s'occuper d'elle. Ivy ne pouvait s'empêcher de se demander à quel point il serait difficile de vivre sans une étoile. Cependant, elle était reconnaissante d'avoir rencontré la limace. Au lever du jour, Ivy remarqua la limace reposant sur la carte enroulée, toujours en vie malgré la croyance précédente d'Ivy qu'elle avait disparu. Ivy tenta alors d'apprivoiser la limace, tout en consultant son livre d'encyclopédie pour obtenir des conseils. Après avoir réussi à apprivoiser le mignon monstre de limace, Ivy l'appela Sora, et ils devinrent rapidement des amis proches. Ensuite, Ivy réussit à capturer une souris sauvage et à l'écorcher pour en faire de la nourriture, stockant les provisions dans son sac magique. En examinant la carte, un vent fort faillit l'emporter, et Sora, étant aussi faible, fut emportée. Heureusement, Ivy attrapa rapidement Sora, rassurant la limace en lui promettant de la laisser devenir plus forte avec le temps en raison de sa rareté. Pendant leur conversation, Ivy entendit des pas approcher et cacha précipitamment Sora dans son sac avant de grimper à un arbre pour éviter le danger. Il s'avéra qu'il était poursuivi par un grand monstre fourmi, qui finit par partir quand Ivy et Sora restèrent cachés. Après cela, Ivy ressentit une douleur au visage due aux égratignures subies en grimpant. Rapidement, Ivy prit quelques bouteilles de potions pour les appliquer sur son visage. Cependant, elle fut surprise de constater que les potions avaient disparu. Poursuivant son voyage,
Ivy tomba sur une affiche de recherche avec son visage dessus, offrant une récompense de 500 dalles. Bien que tentée par l'argent, Ivy se sentit mal à l'aise d'être étiquetée comme criminelle et arracha l'affiche. Finalement, elle arriva au village d'Otoloa juste avant le coucher du soleil. À sa grande surprise, les villageois utilisaient correctement la magie, y compris des capacités induisant la peur, dont Ivy avait seulement entendu parler. Peu après, elle passa devant une boulangerie qui lui rappelait son dernier repas. En passant devant la boucherie, Ivy eut l'idée de vendre la viande de rat qu'elle avait acquise. Incertaine de la manière de procéder, Ivy fut abordée par le vendeur de viande, à qui elle offrit timidement ses produits. Après avoir exposé sa collection, Ivy vendit toute la viande de rat et gagna 100 dalles, ce qui la ravit. Le vendeur de viande suggéra alors à Ivy de lui apporter tous les rats sauvages qu'elle attraperait à l'avenir pour les vendre. Après avoir visité la boulangerie, Ivy choisit du pain et le fit emballer. En le partageant avec Sora, elle remarqua que la limace n'était pas intéressée, probablement dans l'intention d'agrandir son corps si elle ne mangeait pas. En attrapant plus de rats, Ivy découvrit une décharge où elle trouva des potions abandonnées de différentes couleurs. Après les avoir triées, Ivy observa l'enthousiasme de Sora pour les potions bleues. À ce moment-là, elle pensa que Sora pouvait décomposer les déchets. Quand Ivy plaça un pot, Sora ne voulut pas le manger car Sora voulait seulement des potions de couleur bleue. Après cela, Ivy vendit plus de viande de rat et gagna de l'argent supplémentaire. Avec l'argent, Ivy acheta plus de pain, recevant même un pain supplémentaire en cadeau du généreux boulanger. Ensuite, Ivy savoura son repas après un bain, elle donna également à Sora quelques potions. À ce moment-là, elle se sentit heureuse dans le village, espérant rester inaperçue pour toujours. En se promenant dans le village d'Otoloa, Ivy rencontra des chasseurs et fut effrayée, ce qui la poussa à fuir. En passant devant la boucherie, le vendeur demanda si elle attraperait à nouveau des rats, mais Ivy déclina pour la journée. Soudain, elle aperçut son visage sur une affiche sur un mur, ce qui la fit paniquer et s'enfuir. En arrivant à la boulangerie, le vendeur de pain lui offrit gentiment son pain préféré gratuitement, mais une fois de plus, Ivy vit son visage sur une autre affiche et partit sans accepter le pain. Après cela, Ivy réalisa qu'elle ne pouvait pas rester longtemps dans le village, malgré ses habitants gentils. Poursuivant son voyage, Ivy repéra quelques fruits délicieux. Cependant, alors qu'elle tendait la main pour les attraper, l'arbre expulsa inopinément des personnes qui avaient été avalées par lui. Effrayée, Ivy courut aussi vite qu'elle le put pour éviter d'être capturée. En s'échappant, Ivy se blessa à la main dans le processus. Sans potion pour soigner sa blessure, elle faillit s'évanouir, mais Sora vint l'aider en léchant sa main jusqu'à ce qu'Ivy perde connaissance. La scène se déroule alors dans le village de l'Atome, où une adorable et en bonne santé petite fille est née dans une famille simple et heureuse. Ses parents l'ont nommée Fémicia. Fémicia était chérie et choyée par ses parents, profitant de ses journées avec un père attentionné, une mère douce et deux frères et sœurs qui l'aimaient profondément. Quand Fémicia a eu 5 ans, sa mère lui a demandé quelle compétence elle souhaitait avoir. Fémicia a répondu qu'elle voulait avoir la compétence d'apprivoiser. En entendant cela, son frère aîné a ri. Ensuite, son père a expliqué qu'avoir une compétence était important pour que tout le monde puisse travailler et survivre dans le monde, car c'était un don des dieux. Soudain, il y a eu un coup à la porte et c'était Maître Luba, qui était venu bénir Fémicia alors qu'elle allait bientôt avoir 5 ans. Le maître se souvint alors que lorsque Fémicia avait seulement 2 ans, sa mère l'avait amené voir le Maître Luba parce que Fémicia parlait souvent étrangement. Inquiète, la mère de Fémicia avait demandé au Maître Luba de prédire l'avenir de Fémicia. Le Maître Luba avait alors conseillé à la mère de Fémicia d'allumer une nouvelle bougie, puis était parti. Après cela, le Maître Luba avait dit à Fémicia qu'elle avait des souvenirs de sa vie passée et lui avait ordonné de garder le secret. Après avoir béni Fémicia, le Maître Luba prit congé, sentant que quelque chose d'important allait arriver à Fémicia. Au lieu de détermination de la compétence et aussi de l'étoile du dieu, le prêtre avait demandé à Fémicia de mettre sa main dans un bassin d'eau bénite. Ensuite, elle devait simplement attendre que le dieu lui dise quelle compétence et combien d'étoiles elle avait. Lorsque sa compétence d'apprivoisement a été révélée, aucune étoile n'est apparue devant elle jusqu'à ce que la boule d'eau éclate, marquant le début des souffrances de Fémicia. Car naître sans étoile signifiait être abandonné par les dieux. Le père de Fémicia, qui ne pouvait pas accepter la réalité, ne voulait pas d'un enfant vivant dans sa maison sans étoile. Il remit même en question si Fémicia était vraiment son enfant puisque ses 2 autres enfants avaient des étoiles. Entendre cela fit pleurer la mère de Fémicia. Lorsque Fémicia voulut réconforter sa mère, son frère aîné la chassa plus tôt. Après cela, les villageois jugèrent Fémicia,
elle fut attaquée avec des pierres par les autres enfants. Finalement, Fémicia fut chassée du village, où elle courut jusqu'à ce qu'elle trébuche sur son pied et doive s'arrêter. Voyant son village du haut de la colline, Fémicia réalisa qu'elle ne pouvait pas revenir. Se sentant trempée et affamée, elle mangea des raisins sauvages en pleurant. Cherchant refuge, Fémicia chercha abri dans une grotte et tenta d'allumer un feu. Cependant, sa magie était faible, ce qui conduisit Fémicia à finalement s'évanouir. En se réveillant, Fémicia trouva Maître Luba à ses côtés. La voyante l'avertit que l'utilisation de sa magie pourrait mettre sa vie en danger, une prédiction que Maître Luba avait vue à cause de l'absence d'étoiles de Fémicia. Maître Luba conféra alors à Fémicia des livres et un sac magique, prévoyant les futurs voyages de Fémicia et le besoin d'un compagnon de confiance. Sous la direction de Maître Luba pendant 3 ans, Fémicia apprit énormément. En apprenant la mort de Maître Luba, Fémicia découvrit un plan du chef du village et de son père pour la tuer. Cette révélation brisa Fémicia, surtout lorsqu'elle réalisa que Maître Luba s'était sacrifié pour la protéger depuis le début. Parce que Fémicia était considérée comme malchanceuse et abandonnée par les dieux, tous les villageois la cherchaient. Alors qu'elle fuyait, ses parents la rattrapèrent et se préparèrent à mettre fin à sa vie. Dans le présent, Ivy fut réveillée de son inconscience et découvrit que sa main avait miraculeusement guéri, même si elle était gravement blessée. Plus étonnant encore, Ivy découvrit que Sora pouvait parler. À ce moment-là, Ivy ressentit une nouvelle détermination à survivre avec Sora à ses côtés. Le lendemain matin, Ivy et Sora furent réveillés par le bruit fort des gouttes de rosée qui tombaient. Remplis d'enthousiasme, Ivy et Sora se mirent en route pour leur voyage. Avant de partir, ils s'assurèrent de manger suffisamment pour se sustenter pendant le voyage. Ensuite, Ivy fut émerveillée par le changement remarquable de Sora. Elle se souvenait comment Sora était très faible, maintenant Sora montrait une agilité impressionnante, tout cela grâce aux nombreuses potions bleues qu'il avait consommées, pour le plus grand bonheur d'Ivy. Avec leur réserve de viande qui s'épuisait, Ivy décida qu'il chasserait des rats sauvages en chemin vers le village de l'atome, où il pourrait les échanger contre de la viande séchée. Malgré avoir déjà pris la potion, Sora semblait insatisfait de leur repas, ce qui intrigua Ivy. Lorsqu'ils tombèrent sur un tas d'ordures, Ivy fut ravie de trouver des vêtements usagés dont elle avait besoin. Mais Sora, affamé et impatient, demanda avec enthousiasme plus de potions. Inopinément, Ivy trouva une boîte de potions qui apporta une immense joie à Sora. Ivy sélectionna ensuite avec soin les potions bleues pour la consommation de Sora. Cependant, Sora exprima le désir de consommer également la potion rouge. Lorsqu'Ivy conseilla à Sora d'essayer les potions de différentes couleurs, mais Sora refusa. So Dane, un souvenir du passé d'Ivy Louis Rapila de mélanger les potions. Si à quoi Sora accepta de consommer. Pendant leur voyage, Ivy trouva l'expérience du voyage étonnamment agréable. Elle se sentit reconnaissante d'avoir Sora à ses côtés, prêts à voyager ensemble. Peu de temps après, elle repéra des baies sauvages en chemin, ce qui apporta une grande joie à Ivy et la poussa à en récolter une quantité abondante pour se nourrir. Cependant, Sora, qui aimait manger, restait insatisfait de ne consommer que quelques potions. Après cela, Ivy réfléchit à ce qu'elle devait faire en réponse à l'appétit de Sora. Soudain, un souvenir du passé lui rappela que Sora oubliait souvent de manger en dormant. Après cela, Ivy raconta un conte de fées de son enfance, jusqu'à ce qu'elle s'endorme progressivement. Le jour suivant, Ivy crut avoir attrapé une souris. Ensuite, elle fut surprise de découvrir qu'elle avait attrapé un serpent. Bien qu'effrayée, Ivy essaya quand même de le capturer parce qu'elle avait besoin d'argent. Remplie de joie après avoir réussi à capturer le serpent, Ivy rencontra un groupe de chariots attaqués par des monstres, laissant tous les passagers et les chevaux sans vie. Submergée par la peur, Ivy s'enfuit immédiatement de l'endroit. En atteignant le village de l'atome, Ivy chercha rapidement le bureau du chef du village. À l'intérieur, elle fut surprise par la foule rassemblée là-bas. Ensuite, elle rapporta le tragique incident qu'elle avait observé sur la route, ses paroles faisant taire tout le monde. À ce moment-là, un homme demanda des détails supplémentaires et ordonna à ses subordonnés d'enquêter. Après avoir confirmé l'emplacement, Ivy fut informée qu'il y aurait des frais pour l'information. Ensuite, on lui remit la documentation pour faciliter le recouvrement des frais. Après avoir vendu le serpent qu'elle avait attrapé, Ivy obtint 3 gidales, ce à quoi elle ne s'attendait pas, équivalent à 30 rats. Ce gain inattendu rendit Ivy très heureuse. Avec son nouvel argent, elle acheta beaucoup de viande séchée et s'assura également de trouver de la nourriture pour Sora. En fouillant dans les ordures, Ivy trouva de nombreux sacs enchantés,
choisissant ceux qui pouvaient tenir dans son sac magique. Sans s'en rendre compte, Sora avait déjà bu beaucoup de potions dans les ordures. Lorsqu'Ivy retourna au village, elle fut appelée par quelqu'un du bureau du village pour recevoir une récompense pour avoir fourni des informations précises. Comme elle avait tant de sacs, Ivy dut les sortir avant de recevoir son paiement. Après avoir reçu la récompense et remis les documents, Ivy fut surprise de constater qu'elle avait maintenant 5 Gidal et 2 pièces d'or. Submergée par ce gain inattendu, Ivy oublia les sacs magiques, car son esprit était occupé par sa nouvelle richesse. Après cela, Ivy fut appelée par une officière pour l'accompagner, un devoir qui la rendit nerveuse à cause de sa nouvelle richesse, craignant un vol éventuel. Cependant, les regards curieux des passants étaient simplement dus aux nombreux sacs qu'Ivy portait. Ce soir-là, comme les monstres étaient toujours dans la région, Ivy et Sora décidèrent de passer la nuit dans le village. Ensuite, ils mangèrent les baies sauvages qu'elle avait collectées plus tôt et s'occupèrent de Sora. Excitée à l'idée d'avoir Sora avec elle sur le chemin du village de l'Atome, Ivy vérifia alors sa carte. Malheureusement, sa trappe à souris avait été endommagée à nouveau, probablement par un animal ou une autre créature, ce qui affecterait ses gains. Déterminée à économiser de l'argent pour ses voyages futurs, Ivy suivit Sora après avoir senti une légère odeur de sang. Après avoir regardé à travers les buissons, Ivy vit un animal blessé qui ressemblait au rare et puissant monstre Andara, tout comme elle l'avait lu dans une encyclopédie. À ce moment-là, Ivy remarqua la faiblesse et la peur du monstre, ce qui la poussa à l'approcher doucement et à partager ses propres préoccupations sur la mort. Étonnamment, Sora s'avança et étreignit le monstre, montrant son désir de l'aider. Ivy se sentit effrayée lorsque le monstre s'approcha, mais elle fut étonnée lorsqu'il répondit à sa gentillesse en lui caressant doucement le visage. Cet acte inattendu la laissa stupéfaite, car vaincre une telle créature puissante nécessitait généralement les compétences de 5 aventuriers très expérimentés. Malgré sa nature féroce, Ivy se sentit attirée par le calme retrouvé du monstre, le voyant comme un compagnon précieux dans son voyage. En conséquence, elle le nomma Ciel, ce qui signifie ciel dans une certaine langue. En approchant du village de l'Atome, Ivy dit à Sora de se cacher dans le sac, mais elle eut du mal à emmener Ciel avec elle. Comprenant la situation, Ciel décida de disparaître dans la forêt pour se cacher. En arrivant à la porte du village, Ivy rencontra un garde sérieux, dont l'expression devint encore plus stricte lorsqu'il arrêta quelqu'un essayant d'entrer avec de l'alcool, le détenant immédiatement. Suite à cela, Ivy essaya d'entrer mais fut bloquée par le garde. Bien qu'elle soit nerveuse au début, elle remarqua rapidement que le garde était amical et fut autorisée à passer après avoir mentionné son lien avec le village de l'Atome. Surpris par les différences entre son propre village et l'Atome, Ivy admira la taille du village, influencé par sa proximité avec le quartier d'Otoloa. Se souvenant de son objectif, Ivy se rendit à la boutique du vendeur de viande. Elle demanda ensuite si elle pouvait y vendre des animaux sauvages. Le vendeur accepta mais l'avertit des dangers de chasser les sangliers. Ivy le remercia et demanda de la viande séchée à emporter avec elle. Après cela, Ivy décida de rester temporairement au camp des aventuriers, où elle vit de nombreux aventuriers monter des tentes. Bien qu'il ait l'air intimidant, les gardes du camp étaient très amicaux et laissèrent entrer Ivy lorsqu'elle le demanda. Une fois qu'elle eut trouvé un endroit où séjourner, Ivy disposa sa literie et fut heureuse d'avoir un endroit confortable où se reposer. Cependant, voyant les autres utiliser des tentes, elle en voulait une pour elle-même pour accueillir Sora. Ainsi, elle se rendit au marché pour chercher une tente d'occasion. Soudain, elle fut accueillie par un garde à la porte, qui se présenta comme Oguto et son ami comme Verivra. Oguto aida alors Ivy à trouver une bonne tente d'occasion à la quincaillerie. Après quelques négociations, Ivy acheta la tente et l'ancien propriétaire lui conseilla de la marquer comme étant la sienne. En geste de gentillesse, le vieil homme lui offrit également un plus petit sac magique. Après cela, Oguto et Verivra partirent pour continuer leur patrouille. Peu de temps après, dans le camp, Ivy monta joyeusement sa tente et laissa Sora se promener. Se sentant chez elle, Ivy voulut célébrer le moment en partant à la recherche de nourriture avec Sora à proximité. Mais en sortant de la tente, ils furent arrêtés par 4 aventuriers qui affirmèrent à tort que la tente d'Ivy leur appartenait et l'accusèrent de l'avoir volée. Pendant l'argument, les gardes intervinrent pour soutenir Ivy. Ils expliquèrent que le capitaine et le vice-capitaine Verivra avaient aidé Ivy à acheter la tente à l'ancien. En colère contre les aventuriers malhonnêtes, les gardes les arrêtèrent. En guise d'excuse, ils donnèrent à Ivy leur toute dernière potion. Bien que Sora ait voulu la boire, Ivy décida de ne pas la lui donner. Le lendemain matin, Ivy se réveilla en prévoyant d'aller à la chasse. Cependant,
elle fut agréablement surprise par le comportement amical des gardes de la ville, certains d'entre eux lui donnant même des baies sauvages. Ivy fut confuse devant cette soudaine gentillesse. Pendant ce temps, dans la forêt, Ivy découvrit que ses pièges avaient été détruits, ce qui l'empêchait de gagner de l'argent. Peu de temps après, Ciel apparut avec un tas de lapins sauvages, ce qui rendit Ivy très heureuse et la remercia pour cela. Pendant qu'Ivy préparait la viande de lapin, Ciel jouait avec Sora. Au marché, Ivy gagna 855 dalle en vendant de la viande de lapin fraîche. Malgré l'agitation du marché, elle essaya de se cacher dans un coin tranquille pour éviter d'être remarquée. Cependant, sa tentative de rester cachée ne dura pas longtemps car Verivra la trouva. Ivy fut surprise et Verivra expliqua que la gentillesse des gardes était due à la demande du capitaine Oguto. Ivy fut reconnaissante envers le capitaine Oguto mais préféra quand même éviter l'attention. En explorant le marché, Ivy tomba sur des fruits haro, ce qui l'intrigua car ils étaient très chers malgré leur provenance de son village. Le vendeur expliqua alors que le fruit était rare car il n'y avait plus de devin depuis le décès de Luba, ce qui rendait difficile de savoir quand le récolter. Car, s'il se trompait dans le timing, le fruit pouvait pourrir. Le vendeur mentionna également comment le chef du village accusait injustement la mort de Luba, ce qui attrista Ivy à cause de son lien avec l'atome. Voyant les émotions d'Ivy, le vendeur lui offrit un fruit haro trop mûr en signe de gentillesse, ce qu'Ivy apprécia beaucoup. Seule dans sa tente, Ivy luttait contre le chaos dans son village, se demandant comment allait sa famille. Se sentant abandonnée par son village, Ivy trouva du réconfort dans l'amitié de ses nouveaux compagnons et dans la gentillesse qu'ils lui montraient. Tout en dégustant le fruit haro, qui lui rappelait ceux que Luba lui donnait, Ivy fut submergée par des souvenirs qui resteraient avec elle pour toujours. Au matin, Ivy se prépara pour une nouvelle chasse et reçut les salutations amicales des habitants du village. Cependant, en installant des pièges dans la forêt, elle rencontra deux aventuriers qui lui en voulaient et voulaient prendre sa tante et Sora. Ivy refusa de céder et tenta de s'échapper, mais elle fut attrapée. Heureusement, Ciel vint à son aide. Après cela, le capitaine Oguto et Verivra arrivèrent et furent étonnés par la capacité d'Ivy à vaincre deux aventuriers. De retour au bureau, le capitaine Oguto partagea des informations sur les 4 aventuriers qui avaient causé des problèmes à Ivy. Il fut découvert qu'il avait des antécédents criminels. En guise de reconnaissance pour son aide dans la capture des criminels, Ivy reçut une récompense de l'administration du village. Submergé par la grande somme, Ivy compta soigneusement ses gains. En raison de la somme importante, le capitaine Oguto suggéra d'ouvrir un compte à l'Union des commerces et proposa d'être le garant d'Ivy. Après avoir rempli les documents nécessaires, Ivy reçut une carte bancaire qui lui permettait de retirer de l'argent dans n'importe quel bureau de l'Union des commerces du village. Reconnaissante pour l'aide, Ivy remercia le capitaine Oguto. Cependant, Verivra entra dans la pièce, l'air inquiet, car le capitaine Oguto était parti soudainement sans informer personne. Plus tard, le capitaine Oguto invita Ivy à dîner avec lui, et elle accepta joyeusement. Traitée gentiment comme une enfant normale, Ivy tint la main d'Oguto en marchant. Ensuite, Oguto commanda beaucoup de brochettes de sanglier pour Ivy, mais Verivra lui rappela doucement qu'Ivy était petite et ne pouvait pas beaucoup manger. Pendant leur conversation, Oguto demanda à Ivy quelles étaient ses compétences. Au début, Ivy hésita, mais elle finit par admettre qu'elle était douée pour apprivoiser les animaux, bien qu'elle ne connaissait pas son niveau d'aptitude. Voyant le malaise d'Ivy, le capitaine Oguto et Verivra la rassurèrent et lui offrirent leur soutien. Le lendemain, Ivy fit ses adieux au capitaine Oguto et à Verivra. Elle reprit son voyage selon les conseils de la voyante Luba. À l'insu d'Ivy, Verivra et le capitaine Oguto avaient mené une enquête sur les affaires du village de l'atome. Outre son sexe, il semblait y avoir d'autres aspects du passé d'Ivy qu'elle cachait. Les problèmes qu'Ivy avait endurés à l'atome avaient manifestement laissé un profond impact sur elle. Le capitaine Oguto était confiant qu'Ivy finirait par lui parler de ses expériences. Après cela, Ivy se sentit submergée en poursuivant Sora, qui buvait avidement son approvisionnement en eau. Soudain, un ancien souvenir lui rappela que Sora avait évolué après avoir absorbé des blessures. Ivy fut surprise lorsque Sora attira son attention sur une scène où des sangliers déracinaient des plants de patates douces. Cette vue inattendue poussa Ivy à spéculer sur la nature de ces sangliers et les dommages potentiels qu'ils pouvaient causer aux cultures. Peu de temps après, Ivy entendit un bruit provenant des buissons qui la fit peur. Mais à son soulagement, c'était Ciel qui sortait, ce qui rassura Ivy. Ivy remercia Ciel d'avoir apporté des lapins sauvages et dit à Sora de manger autant qu'il voulait car elle vérifierait les pièges à souris le lendemain. Cependant,
Ivy fut surprise à l'aube de voir que tous ses pièges étaient brisés. Alors qu'Ivy se préparait à partir, elle sentit quelque chose d'étrange dans l'air, ce qui la fit peur. Soudain, une chose étrange semblable à de la fumée commença à la poursuivre, alors Ivy s'enfuit rapidement. Quand elle atteignit le bord d'une falaise, elle vit une figure mystérieuse s'approcher, mais si elle réagit rapidement, grognant férocement et faisant disparaître l'ombre. Ivy était confuse par ce qui venait de se passer et se demanda si c'était réel. Peu de temps après, sur la route de la falaise, Ivy fut vue chevauchant Ciel pour économiser son énergie. Cependant, Ciel ressentit la présence de créatures maléfiques autour d'eux. Soudain, un géant cannibale apparut et Ciel abaissa immédiatement Ivy pour combattre le géant cannibale. Malheureusement, pendant le combat, Ciel tomba dans l'abîme après avoir mordu le géant. D'autre part, Ivy était poursuivie par derrière par les géants cannibales, puis elle courut aussi vite qu'elle le put jusqu'à ce qu'elle atteigne la forêt sauvage. Dans un état de peur, Ivy continua de courir jusqu'à ce que son pied se coince dans un piège. Au milieu de la peur d'être la proie des géants cannibales, quelqu'un qui maîtrisait les compétences du feu apparut et brûla ces endroits. Mais Ivy finit par se sentir trop chaude à cause du feu ardent. Après cela, dans une autre direction, la corde attachant Ivy fut coupée par une flèche. Ivy, qui était presque tombée, fut rattrapée par le jeune homme qui contrôlait le feu. Peu de temps après, il y eut une bataille féroce entre les géants cannibales et le groupe de jeunes hommes. À la fin, le groupe réussit à vaincre les géants cannibales. Ce à quoi Ivy ne s'attendait pas, c'était qu'il y aurait une équipe d'aventuriers chargée d'éliminer les géants cannibales et les monstres là-bas. Plus tard, Ivy remercia le groupe d'aventuriers de l'avoir sauvé. Eux, ils se sont appelés l'équipe d'aventuriers Fire Sword et chacun s'est présenté. Lorsqu'Ivy se présenta, elle fit des choses amusantes qui firent rire tout le monde. Après cela, Ivy alla avec eux dans leur camp où Shifal, l'un des membres de l'équipe, demanda pourquoi elle était sur la montagne. Ivy dit qu'elle voyageait du village de l'Atome à Otolwa. Cela surprit l'équipe Fire Sword, surtout Ratlor, qui dit être originaire du village d'Otolwa. Alors, l'équipe Fire Sword demanda à Ivy de se joindre à eux. Pendant le voyage, Ivy était heureuse que Ciel soit toujours en vie. Mais elle lui dit rapidement de se cacher car elle craignait que l'équipe d'aventuriers ne veuille lui faire du mal s'il le trouvait. Après cela, ils atteignirent la tente où l'équipe Fire Sword restait et permirent à Ivy d'utiliser l'espace vide à côté. Après que Ivy se soit installée, le chef et les autres discutèrent de leurs projets futurs. Peu après, ce fut au tour de Ratlor de cuisiner. Bien qu'il ne fût pas un grand cuisinier, Ivy l'aida à préparer des plats délicieux. Ce qui surprit l'équipe de Fire Sword après avoir découvert que la nourriture d'Ivy était délicieuse. Ils la mangèrent joyeusement et Mira les rejoignit également. Peu de temps après, Ratlor, qui pouvait contrôler le feu, créa des feux d'artifice pour les divertir. Mais Ivy suggéra d'ajouter du métal pour le rendre plus intéressant. Après cela, Mira rassembla beaucoup de métal, et Ivy le mélangea à sa recette. Une fois prêt, Ivy le donna à Ratlor pour l'allumer, ce qui créa un grand et beau feu d'artifice. Après cela, le capitaine suggéra à Ivy de prendre une pause, mais elle voulait aider, mentionnant comment il l'avait aidé auparavant. Voyant la détermination d'Ivy, Ratlor ressentit une forte affection, comme s'il voulait Ivy comme une petite sœur, et la serra fort dans ses bras. Une fois à l'intérieur de la tente et Ivy ayant pris soin de Sora, Ivy s'endormit profondément. À ce moment-là, l'équipe Fire Sword regarda Ivy avec sympathie. Tandis que le capitaine et les autres discutaient, Ratlor devint silencieux, réfléchissant profondément à quelque chose. Le lendemain, près du dépotoir du camp, Ivy trouva beaucoup d'herbes qui seraient bonnes pour Sora. Mais alors qu'elle les ramassait, Ivy vit aussi beaucoup de Slim. Mira vint alors lui dire de laisser le Slim nettoyer les déchets, expliquant à Ivy que devenir dresseur de Slim était un travail important. Curieuse, Ivy demanda à Mira à propos du Slim éclaté, où Mira révéla que le Slim était très rare, et elle n'en avait jamais vu un vivant. Elle expliqua également que si quelqu'un trouvait un Slim éclaté vivant, il pourrait être vendu pour beaucoup d'argent. En entendant cela, Ivy eut peur et elle ressentit le même malaise qu'auparavant. Soudain, Ratlor et les autres apparurent, transportant des déchets de leur combat avec les géants cannibales. Depuis qu'Ivy avait rejoint leur voyage, le capitaine Césaire et son équipe profitaient de délicieux repas chaque jour. Grâce à ses compétences en cuisine, Ivy était également très respectée par l'équipe Fire Sword. En même temps, Ivy était inquiète pour Ciel. Elle pensait que si tous les monstres étaient vaincus, Ciel pourrait être encore en vie. Mais si le capitaine Césaire vainquait Andara, cela pourrait causer le chaos et cette pensée fit croire à Ivy que Ciel était toujours en vie.
Peu après, Mira et son frère arrivèrent et se présentèrent. Ensuite, le capitaine Borolda et son groupe arrivèrent également. Après cela, Mira et son frère dirent au revoir, car les relations entre les membres de Greenwind et le capitaine Borolda n'étaient pas bonnes. Le capitaine Borolda demanda ensuite si Ivy était l'enfant pris au piège. Ratlor confirma rapidement et expliqua comment il avait sauvé Ivy. En entendant cela, le capitaine Borolda dit au capitaine Césaire de prendre Ivy à Autoloa immédiatement. Alors qu'elle était à l'intérieur de la tente, Ivy ressentit le même malaise qu'elle avait dans la forêt. Plus tôt, Ratlor lui avait demandé de l'aider à préparer le petit déjeuner. Après le départ de Ratlor, Sora dit à Ivy que Mira ne devrait pas être de confiance. Lorsqu'Ivy arriva aux portes du village d'Autoloa, elle dut remplir un formulaire pour les visiteurs. Lorsqu'on lui demanda son garant, elle mentionna le capitaine Oguto et elle montra la plaque de preuve qu'elle avait obtenue du syndicat commercial. Après cela, Ivy reçut un objet qui lui permettait d'entrer et de sortir du village. Après cela, Ivy fut surprise de voir à quel point le village d'Autoloa était grand et remercia Ratlor, qui avait promis de lui faire visiter. Mais leur principale préoccupation était de trouver un endroit où séjourner, après qu'Ivy ait remarqué que l'équipe Firesword avait installé des tentes au lieu de rentrer chez eux. Lorsqu'Ivy en demanda la raison, le capitaine Césaire dit qu'il expliquerait plus tard. Le soir venu, après que chacun eut monté sa tente, l'équipe Firesword et Ivy se réunirent. Le capitaine Césaire expliqua alors le danger qui menaçait à la fois la ville et la forêt voisine. Puis, le capitaine Borolda parla également d'un grave problème à Autoloa. Il s'avérait qu'il y avait un groupe de criminels qui enlevaient et vendaient des personnes comme esclaves, en ciblant principalement les enfants. Ce groupe était très secret, ce qui rendait difficile de les attraper. Lorsqu'Ivy entendit cela, elle parla de son expérience effrayante dans la forêt, où elle avait à peine échappé à une attaque avec l'aide des monstres qui y vivaient. Elle mentionna également quelqu'un qui avait essayé d'utiliser un dispositif magique, probablement pour empêcher les autres de les écouter. De plus, elle ressentait la même sensation effrayante près du dépotoir et à l'intérieur de la tente. Ivy accusa alors Mira de faire partie du groupe criminel et dit qu'elle avait des preuves. Cependant, Ivy avait peur de dire que Sora lui avait donné cette information car elle craignait ce qui pourrait arriver. À l'intérieur de la tente, Sora dit à Ivy qu'il était ok de dire à l'équipe Firesword à son sujet. Au début, Ivy hésita, mais elle se souvint de la prédiction de Luba. Le lendemain matin, en parlant à l'équipe Firesword, Ivy devint méfiante à l'égard des actions de Mira et de son frère jumeau. Ivy n'était pas sûre que l'équipe la croirait, mais elle décida de leur parler de Sora. En entendant tout, l'équipe fut surprise d'apprendre qu'Ivy était douée pour apprivoiser les slims. Après cela, Ivy présenta Sora à l'équipe, et ils décidèrent de garder la présence de Sora secrète. Sachant que Sora était un slim éclaté rare, Rigbert s'intéressa beaucoup à Sora. Il portait souvent une grande attention à Sora, bien que cela mette Ivy mal à l'aise. Après avoir découvert la capacité de Sora à détecter si quelqu'un était mauvais, l'équipe Firesword décida de tester les capacités de Sora, dont les résultats furent meilleurs que prévu. Après cela, ils se réunirent autour de la table du dîner, où le capitaine Césaire ne pouvait pas croire que 3 membres de Greenwind avaient trahi l'équipe d'aventuriers. Le capitaine Borolda dit que le groupe criminel évitait toujours d'être pris, indiquant qu'il pourrait surveiller de près l'équipe. Après cela, Ivy demanda depuis combien de temps le groupe opérait, et le capitaine Borolda dit que cela faisait 10 ans. Au début, les gens pensaient que les disparitions d'enfants étaient dues à des attaques de monstres, mais ils ont découvert le groupe il y a 7 ans lorsqu'un enfant a réussi à s'échapper. Ivy soupçonna alors que Mira et son frère jumeau pourraient ne pas être les seuls traîtres, étant donné depuis combien de temps l'organisation existait. Elle pensa également que des nobles pourraient être impliqués, surtout parce qu'ils demandaient constamment l'aide de différentes équipes d'aventuriers de Greenwind, Firesword et Rayo. Après cela, Ivy réalisa qu'il était testé pour être fait allié. En entendant cela, Lokrik regretta de ne pas avoir réalisé cela plus tôt, disant qu'un enfant de 7 ans aurait pu comprendre. Ensuite, le capitaine Césaire demanda à Ivy et à Sora de les aider à trouver les traîtres, ce qu'elle accepta. Peu de temps après, Ivy et l'équipe commencèrent à enquêter, en commençant par le chef de l'Union des aventuriers, puis en examinant les autres membres. Le capitaine Borolda fut surpris de voir combien de traîtres ils avaient trouvés parmi leur propre groupe. Peu de temps après, le noble Faltoria et le président de Foronda arrivèrent. Sora identifier rapidement le noble Faltoria comme le traitor. En apprenant cela, Burksby ne pouvait pas le croire, d'autant plus que le noble Faltoria avait donné des informations sur les plans d'attaque. De plus, Faltoria se blâmait lorsque ses camarades mouraient à cause de lui.
Le capitaine Borolda lui dit alors que l'organisation était à blâmer, pas seulement Faltoria. Après cela, ils ont cherché des preuves qu'ils n'avaient pas trouvées lors de leurs recherches sur la base de l'organisation. En même temps, Ivy a découvert une pièce cachée que l'équipe d'aventure ne connaissait pas, où ils ont trouvé des preuves comme des registres financiers du groupe criminel. Ensuite, Burksby a suggéré de remettre les preuves là où il les avait trouvées pour éviter de rendre l'organisation suspicieuse. Ivy a demandé un outil magique pour remplir l'eau pour aider avec ce plan. En réponse, Ivy a demandé un outil magique pour remplir l'eau et elle a été surprise de voir le baril stocké avec ces outils, ce qui rendait ses tâches de lessive beaucoup plus faciles. Ratlor a alors expliqué que de tels outils étaient souvent placés dans les zones de lavage car beaucoup de gens n'étaient pas bons pour utiliser la magie de l'eau. Peu après, Ratlor a demandé à Ivy sa véritable identité. Submergée par la question, Ivy a commencé à pleurer et a admis qu'elle était en effet une fille. Ensuite, Ratlor a dit à Ivy de continuer à se faire passer pour un garçon pour sa sécurité. Sodain, Mira est apparu a demand à Ivy de venir avec elle. Mais Ratlor est rapidement intervenu pour protéger Ivy, disant qu'il avait déjà prévu de partir en premier. Mais Mira a insisté pour qu'il puisse se joindre à elle, et inopinément, son frère jumeau est apparu. Pour éviter les soupçons, Ratlor et Mira ont décidé de leur destination par tirage au sort, et Ratlor a finalement gagné. Ensuite, Ivy a été surprise par le grand appétit des jumeaux, même si Mira les avait grondés plus tôt. Ils ont invité Ivy à se joindre à eux, disant qu'elle était un enfant bien élevé, mais Sora a immédiatement indiqué qu'il était dangereux. À ce moment-là, Ratlor a averti les jumeaux de ne pas maltraiter Ivy. Mais les jumeaux, qui pouvaient utiliser le feu, ont demandé s'ils pouvaient se battre avec quelqu'un ayant 3 étoiles, ce qui a surpris Ivy quand elle a remarqué qu'ils avaient tous des étoiles. En entendant cela, Mira s'est agacée contre les gens qui aimaient se battre, mais les jumeaux ne l'ont pas prise au sérieux parce qu'elle était seulement douée pour apprivoiser. À ce moment-là, Ivy a défendu Mira, disant que ses compétences étaient importantes pour certaines personnes, même si d'autres pensaient qu'elles ne l'étaient pas. Ensuite, Ratlor a demandé à Ivy d'aller dans sa pâtisserie préférée. Parce qu'Ivy craignait que l'équipe de Greenwind ne lui fasse quelque chose, elle a évité leur magasin recommandé. Ratlor était triste de voir comment la ville avait changé, les enfants n'étaient plus autorisés à jouer librement et étaient toujours surveillés par les adultes. Le village était devenu plus strict, et Ratlor espérait qu'il retrouverait la paix. Pendant le dîner, le capitaine Césaire a averti Ivy de ne pas se rapprocher trop de l'équipe de Greenwind car ils étaient liés au groupe de trafic humain. L'équipe de Firesword se demandait pourquoi l'équipe de Greenwind continuait à poursuivre Ivy. Mais Ivy pensait que cela pourrait être un piège en fonction de ses expériences passées. Après cela, Ivy a réalisé que capturer l'équipe de Greenwind n'affecterait pas beaucoup l'organisation, alors elle pensait qu'il pourrait essayer de piéger l'équipe de Firesword en cherchant un traître parmi eux. Cela rendrait les deux équipes incertaines de l'origine des informations divulguées. Car, pour l'organisation, des gens comme Mira et ses amis n'étaient que des outils à utiliser. Ivy a ensuite élaboré un plan pour servir d'appât, laissant l'équipe de Greenwind la poursuivre et leur donnant de fausses informations pour confondre l'organisation. En entendant cela, le capitaine Césaire et les autres étaient d'abord incertains, mais ils ont accepté après que Ratlor ait promis de prendre soin d'Ivy. Après cela, parce qu'il y avait tant de traîtres dans le groupe d'aventuriers, Ivy a suggéré que Sora aide à les identifier. L'idée d'Ivy a donné à l'équipe de Firesword un avantage important. Sans s'en rendre compte, Ivy était devenue une personne clé dans l'équipe. Peu de temps après, le plan a finalement commencé, chaque membre faisant son travail assigné. Ivy et Sora ont commencé par examiner attentivement chaque membre de l'association de l'Union des Aventuriers. Pendant ce temps, Shifal et ses amis se sont vus confier la tâche de convaincre le capitaine Burksby de l'équipe de patrouille de mener les troupes hors de la ville pour combattre les monstres. Cela faisait partie du plan de l'équipe de l'épée de feu pour capturer les troupes traîtresses. Au début, le capitaine Burksby était hésitant et voulait connaître tous les détails du plan. Mais après l'explication de Shifal, le capitaine Burksby a compris et a accepté d'aider. Pendant ce temps, Ivy et Sora ont terminé l'identification des personnes dangereuses. Ensuite, Mira s'est approchée pour remercier Ivy de l'avoir défendue au magasin précédemment. Malgré l'arrogance des jumeaux, ils semblaient se soucier d'Ivy. En voyant cela, Ratlor a invité l'équipe de Greenwind à dîner au restaurant recommandé par Mira. Peu de temps après, le capitaine Borolda de l'Union des Aventuriers et le capitaine Burksby de l'équipe de patrouille ont commencé leurs tâches. Le capitaine Borolda était très enthousiaste cette fois-ci, déterminé à ne pas manquer l'occasion de capturer à nouveau le cerveau de l'organisation ciblée. Pendant ce temps, Ivy et Ratlor ont commencé leur propre plan.
Au dessert, Mira a recommandé, Ratlor a essayé d'empêcher Ivy de tomber dans le piège du menu recommandé, mais Ivy a plutôt choisi le menu également choisi par Mira. En même temps, Monsieur Hag, le propriétaire du magasin, l'a également recommandé. Malgré les objections de Ratlor, Ivy a remarqué un signal de Sora indiquant que M. Hag ite de Galiman implique don de mauvaises activités. Ivy a immédiatement informé Ratlor de cette découverte. En même temps, Mira était heureuse que son plan avec son frère ait fonctionné et qu'Ivy se trouvait dans son magasin de dessert préféré. Après cela, Ratlor a parlé de la mission secrète inventée avec l'équipe de l'épée de feu. Le plan comprenait le capitaine Borolda, le capitaine Césaire et le chef de l'équipe de patrouille travaillant ensemble pour capturer des monstres et le roi des cannibales Giants insaisissables. Après avoir entendu cela, Monsieur Hag a secrètement drogué la nourriture d'Ivy et de Ratlor pour les endormir. Après avoir servi le dessert, Monsieur Hag est rapidement parti pour informer l'organisation des faiblesses de la ville. En voyant cela, Ivy a dit tranquillement à Ratlor que leur plan avait fonctionné comme il le voulait. Après cela, Ratlor a révélé avec force la trahison de l'équipe de Greenwind. Avec Mira et son frère, ils ont été surpris de découvrir que leur mensonge avait été découvert. À la fin, Mira a admis ce qu'il avait fait. Alors que Mira se sentait coupable à cause de ses actions, son frère était en désaccord et a attaqué Ratlor. Dans la lutte entre les deux camps, Ratlor était en désavantage, mais Mira est intervenue et a utilisé son slim pour protéger ses frères de l'épée de Ratlor. À la fin, Ratlor a gagné, et Mira s'est excusée auprès d'Ivy, et elle a gentiment accepté les excuses. Soudain, l'ancien aventurier qui gérait le magasin est arrivé et a aidé à escorter les jumeaux. Comme prévu, les membres de l'organisation ont attaqué leur quartier général pour prendre de l'argent et des documents. L'un des membres traîtres de la patrouille a conduit certains membres de l'organisation à entrer et à montrer la position de la salle de stockage. Un autre membre était responsable d'amener le baron Faltoria à venir. Quand il est arrivé, le baron Faltoria a ouvert une porte secrète, déclenchant des gaz lacrymogènes qui y avaient été placés. Les gaz lacrymogènes ont explosé, remplissant la base de fumée et affectant tout le monde à l'intérieur, y compris les membres de la patrouille qui n'étaient pas des traîtres. En chemin vers la forêt, le capitaine Burksby a parlé à Agro des événements inattendus et du caractère secret du plan, même s'il pensait que c'était une idée d'une enfant de 9 ans. Le capitaine Borolda était très satisfait du bon fonctionnement de leur plan et a crédité Ivy pour son aide. Ensuite, le capitaine a remis un outil à Agro. Lorsque les membres traîtres de l'équipe de patrouille étaient prêts à attaquer, le capitaine Burksby et Agro étaient prêts à les arrêter. L'outil donné a très bien fonctionné pour attraper les traîtres. Agro, en particulier, était excité et a apprécié la confrontation, tandis que le capitaine Borolda et ses amis ont également aidé à capturer les membres traîtres de l'équipe d'aventuriers. Peu de temps après, dans la salle du village, les membres de l'équipe d'aventuriers et de l'équipe de patrouille traître, ainsi que le baron Faltoria, étaient réunis. À ce moment-là, le baron Faltoria allait être puni, les gens étaient encore très en colère car ils voulaient punir le cerveau eux-mêmes. Pour les calmer, le capitaine Burksby a promis que les traîtres seraient esclaves pour toujours dans un lointain. Après cela, le capitaine Borolda et le capitaine Burksby ont remercié Ivy d'avoir aidé à capturer l'organisation criminelle. Mais ils avaient encore besoin de l'aide d'Ivy pour attraper les informateurs qui se cachaient autour de la base et n'avaient pas encore été capturés. En même temps, Ivy était surprise de voir le nombre de personnes rassemblées, mais pas Sora, en voyant leur colère. Après le démantèlement du syndicat de trafic humain et le retour de la paix dans le village d'Otoloa, le capitaine Burksby a expliqué à quel point la situation était grave, disant même que le baron Faltoria, qui avait été capturé, avait parlé de l'implication de membres de la famille royale. En récompense de son aide, Ivy a reçu 150 ladals du village d'Otoloa. En voyant cela, Ivy était très heureuse d'être appréciée par les villageois. Même si elle était déjà riche, elle continuait à poser des pièges pour attraper des souris sauvages à vendre. Mais elle n'en avait pas attrapé jusqu'à ce que Ciel vienne et effraie les souris et les lapins dans ses pièges. Après cela, Ivy était contente d'avoir de la viande fraîche à vendre. Parce que le syndicat de trafic humain a été démantelé avec succès et que la paix est revenue dans le village, l'association d'aventuriers et l'équipe de patrouille ont organisé un grand festin pour célébrer. Tout le monde était heureux de voir les choses s'améliorer dans le village et ils ont levé leur verre pour célébrer la disparition de l'organisation. Peu de temps après, le capitaine Césaire a expliqué comment le baron Faltoria avait révélé les mauvaises actions des nobles, exposant ainsi les secrets de l'organisation dans la capitale. À cause de cela, l'équipe des chevaliers a commencé à enquêter, ce qui a entraîné de nombreux événements dans la capitale.
En entendant cela, Ivy s'est inquiétée pour Mira, mais Mira a eu une punition moins sévère car l'équipe de Greenwind n'était utilisée que comme appât et ne connaissait pas grand-chose sur l'organisation. L'équipe de l'épée de feu ne pouvait plus cacher Sora, donc Ivy a dû expliquer la boule de cristal magique qu'il utilisait pour distraire. Ivy était désolée d'avoir gardé ce secret, et le chef du groupe d'aventuriers regrettait d'avoir posé la question. Ivy a ensuite présenté Sora à tout le monde, ce qui a surpris le chef de l'association et les autres après avoir appris que Sora était un slim transparent capable de détecter les mensonges. Le chef du groupe a ensuite remercié Sora, qui avait l'air très heureux. Ils ont également demandé à Ivy si elle voulait rester dans le village d'Otoloa. Tout le monde espérait qu'Ivy resterait, mais quand elle a rappelé le message de la voyante Luba, Ivy a révélé qu'elle était une dompteuse sans étoiles. Après cela, Ivy a partagé son histoire sur la façon dont elle avait acquis ses compétences et la situation dangereuse dont elle s'était échappée dans son ancien village. Elle ne savait pas combien de temps elle avait fui jusqu'à ce qu'elle trouve refuge dans le village d'Otoloa. En entendant cela, Ratlor et les autres étaient étonnés par les luttes passées d'Ivy et profondément touchés par son histoire. À ce moment-là, Ivy ressentait de la gratitude envers la gentillesse des villageois, mais elle a décidé qu'elle devait continuer son voyage. Sa décision a surpris Ratlor et les autres, mais Ivy a expliqué que la peur avait guidé ses voyages auparavant, et maintenant elle voulait poursuivre ses rêves sans avoir peur. En entendant cela, le capitaine Borolda et ses compagnons ont compris le désir d'Ivy. Bien que certains étaient tristes de la voir partir, surtout Rigbert, qui ne voulait pas être séparé de Sora. Avant le départ d'Ivy, une grande fête a été organisée par les équipes de l'épée de feu et de patrouille. Sora et Ivy se sont dit au revoir lors de la célébration. Alors qu'Ivy se préparait à partir, des membres des deux équipes l'ont accompagnée jusqu'à la porte du village. À ce moment-là, tout le monde a été surpris lorsque Ciel est apparu pour rejoindre Ivy dans ses voyages. Et l'histoire prend fin. La morale de l'histoire est donc, poursuivez vos rêves sans avoir peur, même si cela signifie dire au revoir à des amis spéciaux.